Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument fascinante, celle de la famille Penguy-Laridon. On parle d'une ascension sociale méticuleuse sur plus de 2 siècles. C'est vraiment une saga d'ambition, de stratégie et de la construction, brique par brique, d'un véritable héritage. Et tout ça nous mène à cet homme, Octave Penguy-Laridon. Regardez bien. D'un côté, on a le soldat, un lieutenant-colonel d'artillerie, conservateur d'un musée militaire, bref, un homme de rigueur. Et de l'autre, l'artiste, un peintre célèbre, qui brille dans les salons parisiens, qui gagne des médailles. C'est un paradoxe incroyable, non? Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment une seule et même personne peut-elle exceller dans deux univers aussi opposés? Eh bien, pour comprendre Octave, le secret, c'est de ne pas commencer par lui. En fait, il n'est pas le début de l'histoire, il en est le résultat, l'aboutissement. Alors, pour trouver la réponse, il faut remonter le temps, loin en arrière. L'origine de tout ça, ce n'est pas un champ de bataille, ce n'est pas un atelier d'artistes, non, non. Ça commence dans les salles d'audience, un peu austères, de la Bretagne du XVIIe siècle. Et là, on voit une progression qui est tout sauf un hasard. C'est presque calculé. On commence avec Guillaume, notaire royal en 1682, puis son fils, Jean-Baptiste, qui monte d'un cran, avocat et sénéchal, et enfin Vincent-Marie qui devient procureur. Chaque génération ne se content pas de suivre les traces de la précédente. Non, elle consolide, elle étend son influence. C'est la construction patiente d'une dynastie de notables. D'ailleurs, arrêtons-nous une seconde sur ce mot sénéchal. C'est hyper important de comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste un joli titre. Être sénéchal, à l'époque, c'était être en gros le seul et unique juge pour plusieurs territoires. C'était un poste avec un pouvoir et un prestige absolument énormes. Et c'est là qu'on arrive à une figure clé, vraiment le pivot de toute cette saga. L'homme qui va carrément transformer l'identité de la famille et l'amancer sur une toute nouvelle orbite sociale. Et voilà le moment décisif. À la fin du XVIIIe siècle, un homme, Pierre-Yves, signe pour la première fois officiellement du nom de Pierre-Yves Penguy-Laridon. Ils combinent leur nom de famille avec celui de leur terre, Penguy. Ça peut paraître un détail, mais pas du tout. C'est un acte délibéré, la création d'une nouvelle identité, beaucoup plus chic, beaucoup plus prestigieuse. Et Pierre-Yves, il ne s'est pas arrêté là, loin de là. Sa carrière est juste impressionnante. Avocat au Parlement de Bretagne, notaire, il devient même maire de Quimper, puis juge. Il collectionne les postes clés. C'est comme ça qu'il a cimenté le pouvoir et la richesse de la famille dans toute la région. Mais le coup de maître, le coup qui va tout changer pour l'étape suivante, c'est la terre. En 1822, il achète le domaine du Grand Moros. Et ça, ce n'est pas juste un bon investissement immobilier. Non, c'est bien plus. Il donne à sa famille le socle, les fondations terriennes, qui vont littéralement ouvrir les portes de l'aristocratie à son fils. On arrive maintenant au sommet de cette ascension. C'est l'histoire de François-Marie, le fils. Celui qui va enfin concrétiser l'ambition suprême de toute la famille. Alors comment a-t-il réussi ce tour de force? Eh bien, tout part d'un héritage. Un héritage immense. François-Marie hérite d'une fortune territoriale de plus de 800 000 francs. Pour l'époque, c'est une somme absolument colossale. C'est cet argent qui va être le carburant, le moteur de toute la suite. Mais attention, l'argent seul, ça ne suffit pas. Il fallait utiliser un outil juridique bien précis, le majorat. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour faire simple, c'est une façon de lier une propriété, un domaine, à un titre de noblesse en le rendant indivisible. C'était une condition légale, une étape obligatoire pour pouvoir espérer devenir baron. Du coup, le plan se déroule à la perfection. Étape 1, l'héritage massif. Étape 2, la création du majorat en 1829 pour lier le titre à la terre. Et enfin, l'étape 3, l'apothéose. En 1830, le roi Charles X lui-même signe les papiers. François-Marie devient officiellement le baron Penguy-Laridon. Le but est atteint. Mais il ne faut pas croire que ce n'était qu'une histoire d'argent. François-Marie, il avait aussi gagné ses galons et son prestige sur les champs de bataille. Il a été commissaire des guerres dans la vieille garde de Napoléon, rien que ça. Il a fait les campagnes de Moscou, de Dresde, de Waterloo, les plus mythiques de l'Empire. Ce passé militaire, ça a donné une légitimité énorme à sa demande de titre. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ, on revient à Octave. Et maintenant, sa vie si extraordinaire ne nous paraît plus si anormale. On comprend que c'est le fruit de 200 ans d'efforts, de stratégie, de planification familiale. Quand on regarde sa vie en parallèle, c'est juste saisissant. D'un côté, la carrière militaire impeccable. Il entre à Polytechnique, la meilleure école, puis il gravit tous les échelons jusqu'à lieutenant-colonel. Et en même temps,
En même temps, il mène une carrière d'artiste reconnu. Il expose au salon, il gagne des médailles. C'est fou. Et son boulot de conservateur de musée, ce n'était pas juste un passe-temps. Écoutez ce que disait le Journal des débats en 1863 à propos de son catalogue. C'est un ouvrage de bénédictin qui a demandé d'immenses recherches. En gros, il était aussi respecté pour son cerveau, pour son érudition, que pour ses galons. Et côté artistique, la reconnaissance venait de tout en haut. On a ce témoignage d'Horace de Viel-Castel qui raconte que la princesse Mathilde elle-même, la cousine de l'empereur, était en extase devant ses dessins et ses tableaux. Quand même. Au final, ce qu'on comprend, c'est que tout est lié. Les exploits d'Octave, ils n'auraient tout simplement pas été possibles sans les fondations bâties patiemment par toutes les générations avant lui. La sécurité financière, le statut de baron de son père, tout ça lui a donné quelque chose de très rare, la liberté. La liberté d'exceller dans ses deux passions sans avoir à choisir. Et cette histoire nous laisse avec une question vraiment intéressante. Au fond, c'est quoi le véritable héritage? Est-ce que c'est le titre de baron que le père a réussi à obtenir? Ou est-ce que c'est le talent exceptionnel du fils que ce titre a permis de le laisser s'épanouir? Ça nous fait réfléchir à ce qu'on transmet vraiment, au-delà des titres et de l'argent.